Bon bah bonjour Dimitri Gutkovski, bienvenue à la librairie La Dimension Fantastique. Merci d'être avec nous. On va te poser quelques petites questions sur Métro 2033, notamment pour la sortie de Métro 2035. Est-ce que déjà on peut avoir un petit résumé, on va dire, de la série pour ceux qui ne l'ont pas encore lu? Ah oui, bien sûr. Donc, tout a démarré l'année 2002, je pense, quand j'ai publié en ligne le bouquin qui s'appelle Métro 2033, dont le sujet nous amène dans les catacombes de métro de Moscou, qui est non pas seulement une infrastructure de transport en commun, mais aussi le refuge en bunker nucléaire qui devrait héberger des dizaines de milliers de gens moscovites dans un cas d'une guerre atomique. En fait, c'était construit et inventé comme un objet de ce qu'on appelle euh, destination double, double purpose, aussi comme un objet civil, mais aussi comme un objet militaire, qui devrait en fait jouer un rôle très important dans un cas d'une guerre nucléaire. Et donc moi j'étais, en étant moscovite déjà, mais aussi un grand fan de science-fiction à l'époque, j'arrêtais pas à penser d'une possibilité qu'un jour ou l'autre on devrait s'en servir. En plus que j'étais un fan de Strugatsky, Roadside Picnic, comme on l'appelle en français, aucune idée. Voilà, mais aussi le Fallout, les jeux américains post-nucléaires qui donnait un peu la renaissance de ce genre après les années 60-50 quand c'était à la mode pour la première fois. Et donc l'idée c'était que voilà, il y a une guerre atomique qui arrive entre on ne sait pas qui en fait, et je n'en parle pas dans le premier bouquin, mais le monde entier est en ruine, complètement détruit, et les seuls gens qui peuvent le survivre, ce sont des gens qui s'hébergent dans les bunkers. Et à Moscou, il y a une assez grande population de survivants parce qu'ils peuvent trouver voilà, ce refuge dans les stations et les tunnels de métro de Moscou. 20 ans après la catastrophe, les gens sont toujours bloqués là-bas. La surface est contaminée par la radiation et on ne peut pas vivre là-bas, on ne peut pas reconquérir la surface en fait. Donc on est destiné à passer tous les jours qui nous restent, le reste, dans les catacombes de métro. Et le protagoniste, le caractère principal, s'appelle Artyom. C'est un jeune mec de 24 ans qui était né sur la surface avant que la guerre commence, et qui a encore des réminiscences, des mémoires de monde ancien qu'il a perdu, qui est pour lui à voir avec son bonheur de l'enfant, avec des mémoires claires de son bonheur familial quand sa mère était encore en vie et tout ça, parce que sa mère ne l'est plus. Et lui, un jour, il découvre, en essayant, dans le premier bouquin, cette histoire est racontée dans tout le début du saga, un jour, en essayant de redécouvrir les mémoires de son enfance et surtout essayer de se rappeler du visage de sa maman, il revient en surface, qui est toujours contaminé, radiation, monstre. Voilà, il viole une interdiction imposée par les chefs de sa station parce qu'il n'y a plus un seul système d'administration, il n'y a plus de gouvernement, il n'y a rien, c'est un peu un modèle dans le monde médiéval quand chaque station devient genre duché, quelque chose comme ça, et les stations forment des fois des confédérations, fédérations, mais des fois ce sont des guerres. Tout à fait. Je suis complètement d'accord. Et l'administration de sa station, c'est quelqu'un qu'il a adopté, son quasi-père qui est en tête. Donc lui, il l'échappe, il fait un complot avec ses potes, ils ont 9 ans.
ils s'échappent de la station, ils vont dans une station sauvage, ils ouvrent une porte hermétique qui les mène sur la surface, et ils descendent sur la surface à côté du jardin botanique, l'ancien jardin botanique, ce qui est maintenant vraiment en nid de monstres. Et là, quelque chose arrive d'effrayant. Ils rencontrent des mutants qui s'appellent les Noirs ou les Dark Ones. Clairement, c'est une allusion xénophobe, parce que aussi, parmi les autres choses, c'est une critique des xénophobies, ce livre-là. Et Noir, c'est un mot dont on sert en Russie pour les minorités de Caucase, des certaines républiques d'Asie ex-soviétique. Voilà. Ils laissent la porte ouverte. Donc ils peuvent entrer. Et encore 10 ans plus tard, il y a une vraie incursion des ceux noirs, et les gens ne peuvent pas ni les combattre, ni les comprendre, parce qu'il paraît qu'ils communiquent dans une langue entièrement différente. Ils menacent la survie des gens dans les catacombes, au moment quand l'existence des êtres humains sur la surface est impossible à cause de la radiation. Donc voilà, toute l'humanité qu'on connaît, qui est dedans, est menacée, et les gens doivent se combattre s'ils veulent survivre. Et Artyom, qui a une culpabilité personnelle, parce que c'était lui qui a ouvert ça, malgré le fait qu'il ne raconte à personne, lui il pense que c'est sa mission personnelle de trouver une arme, je dirais, qui pourrait effacer le noir de la surface. Et comme ça, délivrer les gens qui survivent dans le souterrain. Et c'est à ça, en cours. En bref, c'est ça la fabule centrale de Métro 2033. Mais bien sûr que ce livre, c'est pas de la vraie, comme chaque bonne science-fiction, c'est une bonne science-fiction, c'est juste de la science-fiction. C'est aussi une critique sociale et satire politique, et aussi on essaie de digérer l'expérience d'une chute de l'Empire que nous, par laquelle on a passé. Et donc c'est une combinaison de tout ça. 2034 continue cette histoire dans une genre de spin-off avec les caractères secondaires du premier bouquin. Et le Métro 2035 qui vient de paraître, il réunit les caractères de jeu, parce qu'en fait Métro c'est aussi une saga transmédiatique. J'ai répondu à toutes vos questions. Oui. C'est aussi un jeu vidéo. C'est pratique. À l'époque j'étais en présentateur de radio, donc j'ai pas vraiment besoin d'être interviewé. J'avais une autre question, mais elle a été répondue en partie. C'était quelles sont les inspirations pour à la fois Métro 2033 et ses suites, mais aussi de l'œuvre en général, c'est-à-dire futur, déjà à la base, je ne sais pas si... je crois que les gens me connaissent pour la plupart pour Métro 2033, mais c'était d'une façon assez marrante, c'était mon tout premier bouquin que moi j'ai commencé à écrire à l'âge de 16 ans. Ça a été en fait complété quand j'avais 25 ans. Ça a été il y a 12 ans. Donc depuis ce moment-là, j'ai écrit d'autres choses qui sont, surtout si on parle de Sumeraki et le futur, complètement différentes, qui n'ont rien à voir, ni au niveau de langage, ni au niveau de style, que me permettent de m'exciter encore de la littérature que j'essaie de faire. Parce que je ne veux pas fabriquer de choses, je veux essayer de créer. Et je sais que c'est très ambitieux, mais par contre, si c'est une juste fabrication ennuyante, moi je suis ennuyé, quoi. Et c'est pour ça que les inspirations pour les différents bouquins sont tout à fait différentes. Pour le Métro 2033, peut-être pour la plupart c'est les œuvres de frères Strugatsky, qui sont des classiques de science-fiction soviétique, mais aussi Kafka, mais aussi un peu de Borges, et Cortázar, la magie, le réalisme magique sud-américain.
aussi comme pour Summerkey, qui est vraiment mon hommage personnel à ma passion d'étudiant pour la littérature sud-américaine, telle que Cortázar, Marquez, Borges, Pérez Reverte, etc. En même temps, Futur, c'est une dystopie classique, écrite selon les canons de la dystopie. Le 1984, Nous, de Zamiatin, c'est un grand classique soviétique de dystopie, ou 451 de Fahrenheit, etc. Donc c'était vraiment mon hommage à cette... Parce que moi, la dystopie, ça me paraissait toujours une bonne combinaison entre une littérature blanche, en fait, et quand même un peu de ouvert, ou est-ce que ça serait complètement déprimant? Aucun espoir. Quoi. Ouais. On doit quand même avoir un peu d'espoir. Une autre question, est-ce que vous avez des petits rituels d'écriture, des techniques, Oui, en fait, je suis en train après 1 an et demi de mon absence et de ma concentration sur les voyages de promotion, etc., tout ce qui était agréable, je dois me revenir sur le truc qui n'est pas agréable du tout, c'est d'écrire. Et malheureusement, déjà à la base, je ne suis pas très vieux, mais je découvre une chose assez grave, c'est que on devient plus fou en fait, bête. On devient plus bête au cours des années. Et c'est vraiment dégueulasse. Et maintenant, j'ai perdu tout mon... comment dire, j'arrive plus à croire aux gens qui ont le cheveu gris, surtout les politiciens, parce que moi, j'ai fait une corrélation entre le jour où je commençais à avoir le cheveu gris, le jour quand c'est devenu plus difficile à penser. Mais vraiment, construire le sujet... Ça demande plus d'efforts. Beaucoup plus d'efforts. Et c'est horrible. Donc, vous imaginez les gens, les politiciens qui ont le cheveu juste gris, ils n'arrivent à penser du tout, quoi. Mais carrément, ils ont des assistants, ils ont des aides, ils ont, voilà, pour les conseillers et tout ça, peut-être c'est eux qui pensent pour eux. Enfin, l'expérience, oui. Compréhension comment le monde vraiment fonctionne, c'est un savoir qui n'est pas agréable du tout. Voilà, qui vous écrase toute votre image idéale qui a été vous instruite par vos parents. Non, c'est pas ça, personne n'est noble, les gens pensent que quand même, voilà. Tout le monde consomme de cocaïne et sont, voilà, les catholiques sont, les catholiques les plus, comment dire, ardents sont des pédophiles, apparemment. Et c'est déprimant parce que tu veux pas y croire, quoi. Tu dis, mais non, il est sans père, il regarde le père. Non. Donc, alors, malheureusement, aussi, la même chose avec l'église orthodoxe russe. Encore pire, parce qu'ils sont aussi agents de KGB. Sinon, ils n'arrivent pas à faire une carrière dans l'église, quoi. Et voilà, et donc tu comprends mieux comment le monde fonctionne, mais tu arrives moins à vraiment imaginer des choses et faire des sujets. Et donc c'est vraiment un peu difficile. Parlant des pratiques. La seule chose à laquelle je suis arrivé, c'est de me mettre en deadline, le promettre à tout le monde, le poster sur Instagram, dire ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai fait, voilà mon prochain bouquin, il sort au mois de juin. Point. Et voilà, et l'éditeur lance une campagne publicitaire, et moi, voilà, comme ça, je suis pris en otage, je peux rien en faire, je dois le livrer. Parce que sinon, ça va jamais arriver. Hein. Enfin, l'histoire que je suis en train d'écrire, d'ailleurs, c'est une histoire qui n'est pas science-fiction, c'est plutôt noir, et très réaliste, c'est hyper réaliste. Donc, là, j'ai lu cette histoire dans mes pensées depuis 5 ans. N'empêche que bon, très vaguement, en général, je sais le début, je sais rien de plus. Mais si tu ne t'assois pas vraiment sur ton cul et si tu n'ouvres pas ton laptop et tu ne commences vraiment pas à taper des lettres, et après 1 an et demi, tu ne les reconnais plus. D'ailleurs, c'est quoi les lettres? Les chiffres, oui, mais les lettres, tu les as perdues. C'est grave. Donc, oui, si ça n'arrive pas,
ça va juste rester très vaguement quelque part parmi les autres histoires qui se rencontrent pour impressionner les gens. Comme ça, en bavardant pendant le dîner. Donc, et là, donc, je suis en train de me renaître comme un écrivain, et c'est un processus qui fait du mal. Voilà, c'est ça l'histoire. Est-ce qu'il y aurait un coup de cœur, un roman de science-fiction ou pas d'ailleurs, marquant ces derniers mois à partager avec les lecteurs? Ces derniers mois, j'ai dû m'isoler de choses. Les années dernières, du coup, il y avait 2 bouquins de littérature française qui m'ont impressionné, mais c'était rien d'exotique. Là, c'était Les cartes et les territoires. Pour la première fois, il nous a montré qu'il a un peu de sens d'humour. C'était pas mal, parce que tous les autres bouquins sont... Et là, il paraît qu'il a l'ironie, il peut se moquer de lui-même, c'était bien. Surtout les relations entre Houellebecq et Becbéder. Ouais, moi, j'ai ri même. Voilà, et c'était écrit pas mal. Mais la chose qui était vraiment impressionnante, c'était comment on s'appelle, les bienveillantes, les bienveillants, ouais, ça c'est incroyable. Vraiment, et ça m'a éduqué, je pense, parce qu'avant je pensais qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas se permettre en littérature. Pornographie non, violence pas très graphique, etc. Et surtout pas le striptease, comment dire, spirituel. N'avouez pas des côtés plutôt sombres de ta personnalité. Mais là, j'ai découvert vraiment qu'on peut déjà combiner le réalisme avec l'imaginaire, et ça serait quand même la littérature blanche. Et de l'autre côté, c'est qu'on peut se déshabiller d'une façon spirituelle en savourant dans ton caractère, bien sûr, dans ton héros, de certaines choses très controversées, pas très évidentes, et quand même s'exciter déjà, et exciter le lecteur, et de faire le lecteur pardonner des choses incroyables qui ton caractère le fait. Et ça, c'est surtout dans le livre Futur, qui est un livre noir, futuriste noir, dont le caractère principal est un psychopathe violent qui sert le régime d'une façon sans doute sans reproche. Et malgré tout ça, tu arrives en lisant lui pardonner les crimes contre l'humanité, quoi. Et c'était une des choses que j'ai appris des bienveillantes. Donc voilà, c'était parmi les impressions les plus fortes des années précédentes. Merci beaucoup. Pas de rien. Merci les Game of Thrones, bien sûr. La série ou les livres? Je ne veux pas être snob. J'ai même fait une bande dessinée signée par Martine. Ah oui. Sa santé. Il a 65 ans, il a l'air de quelqu'un qui a 90. Le 7e n'est pas encore publié. Donc, et apparemment, on a de soucis. Ouais, voilà. Ça va être très dur pour lui. Ouais, bien sûr. Avec son cheveux gris. Cheveux gris, voilà, c'est ça. C'est incroyable. Ouais. Voilà donc. Si vous avez, les gars, 2-3 questions, j'essaierai de répondre d'une façon assez vite et compacte. Et on va procéder à la signature. Ouais, on va procéder à la signature et on va vous laisser poser vos questions directement à l'auteur. Ouais, merci beaucoup. Merci. J'aurais besoin d'un stylo par contre. Tout à fait. Pour faire J'ai un stylo rouge.